Madame, Messieurs, bonjour. Les Togolais se rendront aux urnes le 29 avril prochain pour désigner les députés et les conseillers régionaux. Reporté déjà 2 fois, le scrutin se tiendra 2 jours après la commémoration des 104 ans de la cession de notre pays à la souveraineté internationale. Les députés ne seront plus 91, mais plutôt 113. Et on le voit sur le terrain, la bataille est rude pour convaincre les électeurs. Cette année, ce n'est pas que les législatives, c'est un double scrutin. Il y aura aussi les régionales. Et c'est la première fois que notre pays, le Togo, se prête à ce jeu. C'est parmi eux, les conseillers régionaux, pour te dire, qu'on choisira les sénateurs. C'est dire que le défi est énorme. Et l'enjeu est capital pour les partis politiques et candidats indépendants en course pour ce double scrutin. Cette semaine, nous donnerons la parole à tous les candidats qui souhaitent bien sûr la prendre. Ce matin, c'est le parti politique Union pour la République Unir qui a demandé à prendre notre super taxi. Et le porte-parole, il fait office de porte-parole avec nous ce matin, c'est Kankamalik Nachaba, délégué national du mouvement des jeunes Unir. Bienvenue. Merci pour votre fidélité à la radio. J'ai bien taxi FM le comme annoncé. Nous sommes avec le délégué national du mouvement des jeunes Unir, Kankamalik Nachaba. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Eric Gâteau. Bonjour aux auditeurs. Je ne sais pas si je peux le faire maintenant, mais je voudrais présenter toutes mes excuses pour le retard accusé dans le démarrage de cette émission. Malheureusement, nous avons été pris dans les activités de la campagne et je sais que cette participation à cette émission fait partie aussi des activités de la campagne. Exactement. Et donc, soyez rassurés, ce n'était pas par négligence, c'était des contraintes organisationnelles qui nous ont mené à être en retard. Donc, je présente mes excuses à tous les auditeurs. Merci. Et nous le comprenons aisément. C'est intense cette campagne aujourd'hui. Merci en tout cas à vous d'être là ce matin pour nous aider à mieux comprendre cette dynamisme, cette euphorie qu'on est en train de vivre depuis quelques jours maintenant au Togo pour justement les élections à venir. C'est le 29 avril prochain. Mais avant d'aborder clairement cette émission liée donc à la campagne électorale, un sujet d'actualité, vendredi dernier, les députés, après la demande du président de la République de relire le test, eh bien, c'est voté pour le régime parlementaire. Quel est votre sentiment aujourd'hui, M. Malik Gâteau? Merci beaucoup. Notre sentiment, c'est que notre pays a réalisé une évolution en termes institutionnels, qui est une évolution qui n'est faite que pour l'intérêt général de notre pays et qui a vocation à nous permettre de nous concentrer sur les problématiques qui sont les nôtres, qui sont celles du développement économique, du vivre ensemble, de la cohésion et de la paix dans notre pays. Très bien. Merci de répondre aussi simplement comme ça à cette question-là. On va maintenant évoquer donc cette troisième législature qui est en train de prendre fin. Quel bilan peut-on dresser aujourd'hui clairement et qui pousse votre parti politique Union pour la République à solliciter de nouveau le suffrage des électeurs? Je vous remercie pour la question. C'est une question importante. Et nous devons effectivement, au moment où nous sollicitons les votes des compatriotes, des concitoyens, nous projeter sur ce qui a pu être fait dans la législature qui est passée. Je voudrais rappeler que cette législature a été marquée par des situations
par un contexte extrêmement difficile au début, marqué par la crise ou les conséquences de la crise de la Covid, qui, comme nous le savons tous, à cette époque-là, nous ne savions même pas si nous allions tous passer l'année ou pas. Dieu merci, notre pays a résisté justement grâce à l'action de cette législature qui, si vous vous en souvenez, a donné les moyens au gouvernement à travers la possibilité de prendre des ordonnances, mais aussi la possibilité de se réorganiser. Parce qu'on a très bien vu que l'Assemblée nationale elle-même a organisé 2 groupes de députés, de telle sorte que, tout en respectant les mesures barrières, ils ont réussi à mettre en œuvre les travaux législatifs pour pouvoir accompagner le gouvernement dans sa riposte contre la Covid. Et j'allais dire, pour pouvoir prendre leur part dans cette lutte collective que le chef de l'État a conduit et qui nous a valu l'admiration de plusieurs pays. Donc, ça a été un élément important du contexte. Le deuxième élément du contexte, c'est le déclenchement de la crise russo-ukrainienne qui a provoqué une inflation, je vais dire, un phénomène de la vie chère, pour ne pas utiliser un terme technique, un phénomène de la vie chère très fort, qui là aussi a vu le Parlement prendre, ou en tout cas aider le gouvernement à proposer des mesures. On a vu tous les budgets qui ont été adoptés dans cette législature ont été des budgets où plus de 50% ont été consacrés aux domaines sociaux. Et cette part a grandi, que ce soit en part relative, c'est-à-dire que la partie du budget consacrée aux dépenses sociales a grandi, mais le budget lui-même a grossi dans cette période-là. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément de contexte qu'il faut que nous ayons à l'esprit, parce que grâce à l'action du chef de l'État et du gouvernement et de l'Assemblée nationale, on a pu dépasser ces difficultés, c'est que notre pays, c'est dans cette législature que pour la première fois, nous avons connu des attaques terroristes sur notre sol. C'était un choc pour nous tous. Oui. Et nous nous interrogions un peu sur la suite aussi. Et là aussi, je voudrais féliciter la législature qui finit, parce que le premier texte qui a été adopté avec le gouvernement quand il a été mis en place, c'est la loi de programmation militaire. La loi de programmation militaire qui, sur 5 ans, avait vocation à donner les moyens à nos forces de défense et de sécurité pour faire face à cette menace qui prenait une forme tout au moins inattendue, en tout cas très inquiétante. Et les députés, les honorables députés ont à cette occasion manifesté de manière très forte leur intérêt pour ce sujet-là. Et je dois dire que c'était une innovation du chef de l'État, puisque c'était la première fois qu'on mettait sur la table au niveau de l'Assemblée nationale des sujets que souvent on disait, bon, c'est des sujets de sécurité nationale, les équipements de l'armée, on ne peut pas en parler comme ça devant les députés. Et il a considéré que les élus du peuple étaient légitimes pour travailler sur ce sujet-là. Et donc, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale sur la loi de programmation militaire et cela a été fait. Et d'ailleurs, je rappelle que quand il y a eu les différents débats d'orientation budgétaire, chaque fois les parlementaires évoquaient ou recommandaient au gouvernement, les recommandations sont disponibles sur le site de l'Assemblée nationale ou sur le site de la Cour des comptes, les parlementaires recommandaient au gouvernement de continuer à renforcer les budgets qui sont mis à disposition des forces de défense et de sécurité, parce que c'est une préoccupation. Donc voilà les éléments de contexte. Malgré cela, je voudrais saluer le fait que, comme je l'ai dit, notre budget n'a pas cessé de croître. Notre budget n'a pas cessé de croître, la richesse collective a continué à croître. Et comme le chef de l'État l'a voulu et que l'Assemblée nationale l'a suivi, l'accent a été mis sur l'inclusion au bénéfice des populations. Et nous pouvons citer un certain nombre de mesures. On a continué les transferts monétaires dans plusieurs régions. On a commencé dans les savanes avec des sujets, des populations bien identifiées. Ça a été renforcé avec le programme du PURS, le programme d'urgence. Et ensuite, ça a été étendu dans Lomé, dans le Grand Lomé, à titre expérimental. Et aujourd'hui, on est à un tournant. On est à un véritable tournant en matière de prestations sociales. Pourquoi on est à un tournant ? Parce que la législature précédente a donné les outils au gouvernement pour aller vers des éléments comme l'identification biométrique. Le chef de l'État l'évoquait il y a de cela 1 an dans son interview en disant « Nous devons nous connaître, nous devons connaître qui est chaque Togolais, quel est son niveau de revenu, quelles sont ses difficultés, quelle est sa situation de famille, est-ce qu'il est vulnérable ?» Parce que parfois, je peux avoir un niveau de revenu qui paraît comme élevé, mais ma charge de famille fait que finalement, je suis moins bien loti que quelqu'un qui est peut-être, je ne vais pas dire célibataire, mais quelqu'un qui n'a pas cette charge de famille, mais qui a un niveau de revenu moindre que moi et qui a en même temps une assurance maladie. Donc, l'identification biométrique qui va démarrer, on a déjà commencé la phase test, les étudiants peuvent en témoigner. Exactement. Ça a été fait dans les savanes également avec les agriculteurs.
ça va permettre de savoir pour Monsieur Gâteau, pour Monsieur Nachaba, pour Monsieur X, Monsieur Y, d'avoir un score dans ce qu'on appelle le registre social des personnes et des ménages. Donc ça a été démarré, l'identification. On a tous les tests législatifs parce que pour prendre vos empreintes en tant que Togolais, vous avez le droit que cela soit encadré. Qu'on sache ce qu'on prend, qu'on sache ce qu'on en fait, qu'on sache qui a le droit d'avoir accès à ces informations et qu'on sache quelle est la protection que vous avez. Si demain vous voulez changer vos informations, quelle procédure vous devez suivre. Donc peut-être que c'est pour ça que les gens ont eu l'impression qu'il y a eu beaucoup de temps qui a été passé, mais il fallait faire cette phase. Aujourd'hui, on est prêt et avec la nouvelle législature, ça va être continué, ça va nous permettre d'aller plus loin. Donc ça, je ne vais pas aller ça deviendrait un peu rébarbatif si je vais dans tous les détails. Mais voilà, un peu sur le plan social, il y a d'autres éléments que je n'ai pas mentionnés ici, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, le fonds de etc. Voilà. Ensuite, il y a la création de richesses, parce qu'il ne faut pas que faire de l'inclusion. Il y a la création de richesses, les actions menées dans le domaine de l'agriculture, la transformation des infrastructures. On a toujours des demandes en matière d'infrastructure. Mais nous devons nous rappeler que moi, je suis toujours, c'est personnel peut-être, mais je suis toujours très intéressé quand, au début du mandat, emprunter la route Kanté-Tandjouaré, bon, je viens de là, la route Kanté-Tandjouaré, c'était compliqué, c'était un cauchemar. Aujourd'hui, en quelques mois, en 2021, la route a été refaite, il n'y a pas de problème. Ceux qui vont à Palimé peuvent dire la même chose. Ceux qui vont à la frontière Bénin en prenant la RN2 peuvent dire exactement la même chose. C'est juste quelques exemples. Et enfin, il y a l'amélioration des services publics. On peut citer des exemples. La gratuité de l'acte de naissance, la digitalisation du casier judiciaire, la digitalisation de la demande de raccordement à l'électricité, la digitalisation d'un certain nombre de procédures, et il y en aura encore d'autres. Bon, je vais peut-être faire un break à ce niveau et on pourra continuer à échanger. Alors, quand on parle de cette assemblée-là qui est en train de sortir, il n'y a pas que de bonnes choses. Hein. Il y a aussi des choses qui sont restées en travers de la gorge des Togolais. Vous vous rappelez certainement de Covid-Gate. Et cette demande faite par le bureau de l'Assemblée nationale de faire une enquête sur la gestion des fonds. D'ailleurs, il y a eu ce rapport de la Cour des comptes qui a provoqué un tollé général. Et les Togolais aujourd'hui se demandent où est-ce qu'on en est véritablement. Parce que, eh bien, l'Assemblée nationale avait demandé à voir un peu plus clair. Mais aujourd'hui, on n'en sait absolument rien. Ça fait partie des sujets sur lesquels il faut savoir dans quel cadre on évolue. Je vais bien en parler puisque ce qu'il faut mettre en exergue, c'est la qualité de la gouvernance, la qualité de la gouvernance économique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une gestion d'une situation d'urgence, d'extrême urgence, qui a été gérée, et la Cour des comptes a fait son rapport. Je rappelle que la Cour des comptes, dans d'autres pays, il y a eu des rapports de la Cour des comptes qui ont été mis sous le boisseau. Là, il n'y a pas eu de censure, il n'y a pas eu de blocage ni de l'exécutif ni de législatif. C'est sorti et c'est normal, c'est la transparence. Déjà, il faut saluer cela. Le deuxième élément, c'est que le gouvernement a été appelé une fois par l'Assemblée nationale pour s'expliquer. Il y a eu des explications. Manifestement, l'Assemblée nationale a considéré que, après réflexion, il fallait approfondir en faisant une commission d'enquête. Et c'est ce qui s'est passé. Et les résultats de cette commission d'enquête a donné lieu à un débat public qui a été diffusé sur les différents canaux, qui a été rendu public avec un débat où les ministres sont venus, la Cour des comptes est venue, où il y a eu un échange, quelque chose de, à mon avis, inédit dans notre pays, où il y a eu un débat ouvert, transparent sur le sujet. Maintenant, compte tenu de ce débat-là, la procédure parlementaire, c'est une commission, elle fera son rapport et elle transmettra cela à la présidence de l'Assemblée, et s'il y a des sujets qui doivent aller à un certain niveau, ils iront à un certain niveau, mais ce qu'il faut retenir à mon avis, c'est le fait que le président de la République n'a pas voulu que, justement, parce qu'il y avait des préoccupations dans la population, on se dise, et que les députés qui viennent vers le gouvernement en disant on veut faire une commission d'enquête, le gouvernement aurait pu dire écoutez, on en a beaucoup parlé, on préfère attendre, attention, ça va nous mettre en difficulté, etc. Parce que ceux qui ont assisté au débat entre le gouvernement et la Cour des comptes devant l'Assemblée, je pense qu'ils s'en souviennent. Ce n'était pas une partie de plaisir pour les membres du gouvernement, mais cela a été fait. Et je pense qu'il faut saluer cela comme un exercice de transparence. On peut toujours vouloir encore plus d'action, mais je pense que nous avons quand même progressé grâce à cette situation qui était d'abord une situation de crise. On a saisi l'opportunité pour améliorer nos process et surtout pour rendre plus transparent la gestion. Alors, quand on est du côté du gouvernement, c'est plus facile d'évoquer les actions menées sur le terrain, non? Surtout quand on est en campagne.
Je pense C'est très facile. que normalement, à mon avis, c'est surtout quand on est du côté de la population. Parce que ce que nous disons, ce sont des résultats visibles. Quand je dis qu'il y a une route qui a été faite entre Lomé et la frontière, je ne dis pas ça parce que je suis du gouvernement, je le dis parce que je pratique. Je le dis parce que c'est fait. Quand je dis qu'il y a un château d'eau qui a été fait à Tiégou, dans la zone de Golfe 2, c'est une réalité, on peut le voir. Quand je dis qu'il y a telle infrastructure, telle plateforme industrielle d'Adeticop et qui crée des emplois avec des jeunes sur ce site-là, on peut le voir, c'est une réalité. Et c'est de cela que nous parlons. Ce que nous appelons, ce que les techniciens appellent dans leur jargon, les résultats visibles et palpables. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, parlons maintenant de votre parti politique UNIR, qui est sur le terrain depuis quelques jours maintenant. Alors, ce que j'ai envie de poser comme question, qu'est-ce qui sera fait de nouveau et qui se détachera de ce qui a été déjà fait jusqu'à présent? Je pense qu'il faut... C'est entre autres questions que les Togolais se posent aujourd'hui. Non, c'est une très bonne question, mais de manière fondamentale et de manière pratique dans la vie, je pense qu'il faut toujours avoir l'humilité de penser qu'on peut toujours faire mieux. Okay. Et c'est une posture constante dans laquelle les militants uniers sont appelés à s'inscrire. Toujours chercher à apporter de la valeur ajoutée dans ce qu'on fait. Toujours. Et la plus grande valeur ajoutée. On peut avoir une valeur ajoutée qui va jusqu'à 10, et dans certaines circonstances, je vous ai dit les circonstances dans lesquelles la législature s'est passée. Il y avait des situations de tension financière, il faut dire la réalité. Donc, on n'a peut-être pas poussé certaines choses jusqu'à... Je donne un exemple. Quand on a parlé des subventions, par exemple, les subventions sur les produits pétroliers, aujourd'hui, ces subventions, comme son Excellence, Monsieur le Président de la République a eu à l'expliquer à la télévision lui-même, ces subventions sont versées indifféremment à tout le monde. Voyant cela, comme il l'expliquait justement, tant et si bien que ceux qui en ont besoin ne ressentent pas vraiment qu'on fait quelque chose pour eux. Ceux qui n'en ont pas besoin, qui ont des grosses voitures, qui ont des grosses cylindrées, eux, ça ne leur dit pas grand-chose parce que pour eux, bon, de toutes les façons, ils auraient continué à faire leurs activités. Et donc, quand je parlais d'identification biométrique tout à l'heure, demain, l'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir dire, monsieur Untel a plus besoin de subventions que monsieur Untel. Pouvoir aller dans la précision et dans la finesse de l'action publique, dans le cadre de l'appui de l'État aux populations. C'est quelque chose qui va nous aider aussi, par exemple, dans ce qu'on appelle l'assurance maladie universelle. Parce que l'assurance maladie universelle, comme cela a été dit, c'est un dispositif de solidarité. C'est-à-dire que moi je cotise, vous cotisez, mais Dieu faisant, on ne sera, je l'espère, pas malade tout le temps, tous les deux. Probablement que l'un aura plus besoin de bénéficier de cette assurance que l'autre. Et Dieu merci, on remercie le ciel pour cela. Donc ce phénomène de solidarité permettra par exemple d'identifier ceux qui ont le plus besoin. Et comme on dit, faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Et pour cela, il faut aller plus loin dans ce que nous faisons. De la même façon, on a vu pour le dispositif de pistes rurales par exemple. Les pistes rurales, on a commencé. Plus de 3000 km de pistes ont été faites dans le mandat. Ça a été rappelé la dernière fois quand le chef d'État a lancé les ponts matières. Aujourd'hui, il faut continuer ce travail, mais en le faisant, comme cela a été dit lors des FOPAT, en les reliant aux actions qui sont menées dans le domaine agricole. Les actes d'excellence que le chef d'État lui-même visite régulièrement, ces actes d'excellence ont vocation à être connectés au marché. Et donc pour cela, avoir une stratégie de piste, c'est ce qu'on fait déjà, mais il faut l'approfondir, une stratégie de piste qui soit justement un maillage de ces marchés-là vers ces actes d'excellence, que nos agriculteurs puissent avoir facilement accès au marché. Je donne quelques exemples, mais il y a, et je ne parle pas des réformes institutionnelles qui vont venir renforcer le cadre, puisque cela va améliorer la protection des citoyens, la protection des droits. Et donc, il y a toutes ces actions, c'est des actions qui sont dans une optique d'amélioration, d'aller plus loin et plus vite dans ce que nous faisons. Et espérons-le que la situation internationale, les différents rapports des grandes institutions qui sont chargées du domaine économique mondial sont plutôt dans un esprit d'optimisme. Donc, espérons que cela va continuer et que, comme nous le vivons, chaque jour, il n'y aura pas de bouleversement mondial. Ce que je dirais pour conclure, c'est que nous devons nous préparer au meilleur, nous devons travailler pour le meilleur, mais être prêts à réagir. Développer notre résilience, notamment par rapport aux situations de sécurité, d'insécurité que nous vivons. C'est pour cela que, par exemple, le PURS a été
décidé comme pouvant être étendu à d'autres régions en cas de situation particulière. Mais en même temps, nous sommes en train de parler des élections législatives et régionales. Ouais. On a envie de savoir, un député qui est élu, est-ce qu'il fera ça ou bien lui, parce qu'on nous a dit, le rôle traditionnel d'un député, c'est quoi? Voter la loi à l'Assemblée nationale et contrôler l'action du gouvernement. Exactement. Alors, on a envie de savoir ce que, par exemple, ce qui va être nouveau quand UNIR va être plébiscité, par exemple, pour le scrutin à venir. Alors, tout ce que je viens de dire, il faut que les Togolais sachent que tout ce que je viens de dire, ça, c'est l'État. Nous sommes dans un système, nous sommes dans un système légal avec des tests et des règlements, des lois et des règlements, des tests qui sont considérés de lois et de règlements. Bien sûr. Et que, comme je l'ai dit, par exemple pour l'identification biométrique, on ne peut pas aller prendre votre identité juste sur la base d'un décret du gouvernement. Il faut qu'il y ait une loi. Bien sûr. Qui soit un test qui est pris par les députés. Et pour cela, il faut que les députés aient envie que ce projet avance. Et ces députés qui ont envie que le projet avance, il faut qu'ils comprennent le projet. Et les députés UNIR, ça je vous assure, ils savent l'intérêt de ce bien-être pour les populations. Et ils travaillent pour cela. J'ai parlé de la loi de programmation militaire. C'est parce que il y a une attention particulière dans notre parti pour ces actions de paix et de sécurité que nous sommes convaincus que les élus qui viendront de notre bord auront une attention particulière sur ces sujets-là. C'est de cela que je parle. Donc, en disant les élus sont là pour créer le corpus de tests qui va nous permettre de travailler. Parce que sans cela, nous ne pouvons techniquement pas le faire, ou alors on le fera, mais de manière test dans une petite partie de la population. On ne pourra pas le faire pour tous les Togolais. Or, ce que nous voulons, c'est de le faire pour tous les Togolais. Merci pour ces réponses. Alors, on le voit clairement sur le terrain. UNIR sillonne depuis quelques jours donc, le territoire national. Quel est le message clé que porte votre parti aujourd'hui, le parti que vous représentez ici avec nous en studio? Je voudrais rappeler que UNIR et tous les autres partis sillonnent le territoire national. Bien sûr. Mais le message clé que nous portons, c'est qu'il faut donner une majorité au chef de l'État pour pouvoir continuer sa politique axée sur la paix, sur la stabilité de notre pays, sur l'inclusion économique et sur le développement économique. Promouvoir cette paix-là, sans laquelle nous ne pouvons rien faire, sans laquelle nous ne pouvons pas être... Nous sommes déjà en paix, non? Non, ce n'est pas parce que, comme je le disais hier, il faut pas attendre. Elle est relative. Faut pas attendre la pluie pour s'acheter le parapluie. Il faut être permanemment en recherche de celui qui a cette expérience et cette capacité de poser des gestes qui font que nous avons cet apaisement-là qui nous permet aussi de faire face aux situations. Je voudrais juste rappeler que sur la question de la paix et de la sécurité des populations, c'est la question qui rend les populations les plus vulnérables. Je peux vous dire que quand vous êtes dans le Kmenjal, ou vous êtes dans certaines localités, et que vous ne pouvez plus aller au champ, parce que vous avez peur que le chemin soit miné, je peux vous dire que ça bouleverse l'économie de toute la région, et partant l'économie du pays, parce que, comme on le sait, ces régions ont fait du maraîchage, on produit des légumes, etc. Donc ces légumes-là, il faut commencer à les importer d'ailleurs, etc. C'est un impact incroyable. Et comme cela avait été dit, s'il n'y a pas la paix à Mandoury, il n'y a pas la paix au Togo. Il faut que nous travaillions à préserver cette paix-là à tout prix, de manière essentielle et fondamentale. Alors, donc, pour résumer, l'un des messages, c'est la paix, la sécurité, la sécurité, l'inclusion financière, l'inclusion économique et sociale. L'inclusion économique et sociale, qui va au-delà de l'inclusion financière. L'inclusion économique et sociale, c'est la protection sociale, qui va de l'assurance maladie universelle, en passant par des dispositifs comme les transferts monétaires, ce qu'on appelle les filets sociaux. Les filets sociaux, dans le langage technique, c'est toutes les actions que le gouvernement mène pour vous permettre de construire un bouclier contre votre vulnérabilité. Les subventions, par exemple, sur le carburant, c'est un filet social, parce que ça vous permet, pour ceux qui sont dans la vulnérabilité, c'est un filet social. Les subventions sur les engrais, c'est un filet social pour ceux qui sont dans une situation de vulnérabilité. Toutes ces actions, la gratuité de l'acte de naissance, c'est un filet social, parce que ça vous protège, parce que ça vous rend moins vulnérable par rapport à l'administration. La digitalisation même, c'est un filet social, parce que ça vous permet d'accéder à des choses. Vous avez un job, on veut vous prendre pour un travail, on vous dit il faut ton casier judiciaire. Ah oui, ça veut dire qu'il faut que je trouve un peu d'argent parce que je dois aller au village, mon cousin qui est là-bas a dit il faut que je lui fasse un timoné, etc. Mais aujourd'hui, je peux faire ça en ligne, je fais mon truc digital, je récupère mon casier judiciaire. C'est une avancée incroyable.
Donc, c'est des actions comme ça qui vont être menées dans la partie inclusion sociale. L'inclusion sociale est un pilier de notre politique. Alors, sur le terrain, comment est-ce que la population accueille vos différents candidats? Nous avons quelques remontées d'informations quand même par rapport donc aux points qui sont touchés, le message clé. Et au nombre de ces remontées, on parle moins ou vous parlez moins de l'agriculture. Est-ce que c'est vrai? Pas qu'on n'en parle pas, mais qu'on parle moins. Moi, je n'ai pas cette impression, venant moi-même d'une préfecture qui, il y a quelques années, et qui, je pense, conserve toujours ce rang de première préfecture productrice de coton au Togo, le tissu. C'est des sujets, probablement, comme je le dis dans certains meetings en parlant, si on en parle moins, c'est parce que beaucoup a été fait. Notamment, de quoi on nous parlait avant le plus. À cette époque, quand on va dans nos milieux, la première des choses que tout le monde vous dit, c'est l'engrais. L'engrais, l'engrais, l'engrais. Aujourd'hui, nous avons de l'engrais pour 2 campagnes agricoles. Pourquoi? Disponible. Pourquoi? Parce que la situation que nous avons connue avec la Covid d'abord, et ensuite la crise russo-ukrainienne, le chef de l'État a voulu anticiper. Donc il y a un double dispositif sur la partie engrais. Il y a non seulement la disponibilité, ce qui n'est pas une mince affaire, mais aussi la subvention pour que le prix soit abordable. 18 000 francs le sac. C'est ce qui est la réalité aujourd'hui. Et quand vous voyez cela, on a des pays où parfois on affiche des prix un peu moins chers, mais ce n'est pas disponible, ce n'est pas accessible. C'est-à-dire que je ne dis pas, encore une fois, je le dis en toute humilité, je ne dis pas que tout a été fait dans ce domaine agricole, puisque l'ambition est grande dans le domaine. Il y a les projets de mécanisation agricole, il y a 200 de mécanisation qui sont en construction, les premiers pions ont été déjà posés. Il y a le chef de l'État qui a lancé le projet de transformation avicole à Vétonou la dernière fois, qui a une vocation à transformer tout ce secteur qui est un secteur stratégique pour notre pays. Et il y a tout ce qui est fait pour permettre aux agriculteurs d'accéder aux intrants avec la création de l'agence de transformation agricole qui accompagne les producteurs agricoles avec les itinéraires techniques, avec les engagements qui sont pris de part et d'autre. Et enfin, il y a la partie transformation avec la PIA qui transforme par exemple le soja, qui va transformer la noix de cajou, etc. et éventuellement le coton pour faire du testing. Donc ce que je dis, c'est que le secteur agricole est un secteur qui est largement couvert et moi, je n'ai pas l'impression qu'on n'en parle pas. On en parle dans nos milieux. Et vous avez posé la question des retours de la population. Mais je voudrais dire que, en toute simplicité, les candidats unis écoutent beaucoup les concitoyens. C'est une occasion, comme cela a été fait lors des différentes campagnes, d'écouter. Pas seulement dans les meetings, parce que c'est des grandes activités, mais entre plusieurs meetings, il y a des groupes cibles qui sont reçus, des discussions qui ont lieu pour recueillir les préoccupations et essayer de voir comment on propose des solutions. Évidemment, il y a des problèmes parfois individuels, mais les solutions qui sont proposées seront forcément collectives. On ne pourra pas prendre un par un, sinon cela ne va pas avoir de l'impact. Donc, je pense que ce que nous ressentons, l'accueil est bien, l'accueil est, et nous en remercions les populations pour cette confiance-là, sinon vous ne verrez pas autant d'activités. Et aussi, le dialogue est intense. Je pense que le dialogue est intense. Et comme tout le monde le dit aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, la population d'aujourd'hui, ce n'est plus la population d'hier. Elle est plus en demande de dialogue. Elle est plus en demande de considération, de prise en compte de ce qu'eux ils proposent. Et parfois, il est intéressant de leur demander dans des conversations, qu'est-ce que vous pensez qu'on ferait ici? Quand on prend le cas des pistes rurales, il y a eu tout un moment où on avait une doctrine, où c'était une doctrine de l'État fait les pistes, l'État surveille les pistes, l'État prend un cabinet pour surveiller. Mais aujourd'hui, cette doctrine a changé. Les villageois sont obligés de constituer des comités pour suivre les travaux. Et quand il y a des problèmes, ils ont un référent au niveau du ministère qu'ils saisissent. Et même dans nos préfectures respectives, nous sommes interpellés régulièrement. 2 jours que le camion qui travaille n'est pas venu, on vous interpelle sérieusement et vous êtes obligé de réagir. Parce que si vous ne réagissez pas, ça commence à poser des problèmes. C'est pour dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un besoin de dialogue au niveau local. Et moi, je me réjouis que la décentralisation puisse s'approfondir encore plus. Parce que
En réalité, c'est ce qu'on a commencé avec des actions comme le développement à la base, Oui. qui sont aujourd'hui en train de se structurer au niveau national. Alors, je ne sais pas si vous avez, au nombre des remontées, des cas d'accidents dans les manifestations, dans les meetings. J'ai encore vu hier des images sur les réseaux sociaux. C'est la deuxième fois que j'observe ça. Est-ce que vous avez ce genre de remontées? Quel est le message que vous transmettez à vos partisans qui sont sur le terrain? Évidemment, nous avons eu des images d'ailleurs insoutenables et j'inviterai tous ceux qui prennent ces images à savoir que ces images violent le respect de la dignité de la personne et que malheureusement, j'allais dire que ce ne sont pas des images qui sont conformes à notre culture. Il faut vraiment essayer de se ressaisir. Je parle de ceux qui prennent ces images-là. Il faut vraiment que nous nous ressaisissions par rapport à nos valeurs. C'est très important. Je ne vais pas faire de leçons de morale à qui que ce soit, mais franchement, c'est ce qui m'a frappé. Et je voudrais inviter, comme nous le faisons chaque fois au début de toute activité, je pense que tous nos bureaux, nos coordinations, les jeunes, les femmes, tout le monde est sensibilisé à cela. Et même, nous faisons même des formations sur le civisme en tant que citoyen, puisque nous considérons qu'étant un parti au pouvoir, nous ne devons pas être pris en flagrant délit de violation des règles. Et donc, nous invitons les uns et les autres à prendre conscience que c'est important d'être safe, c'est important d'être sain et sauf. C'est important de préserver sa vie, de préserver la vie des autres, de ne pas se livrer à des attitudes qui ne sont pas correctes juste parce qu'on a cette euphorie du mouvement. Mais sincèrement, c'est quelque chose sur lequel nous faisons des rappels quotidiens sur lesquels nous allons continuer. Et vraiment, nous présentons nos condoléances aux familles qui sont éplorées et nous souhaitons bon rétablissement aux blessés. Et vraiment, nous invitons les uns et les autres à prendre conscience de l'importance de leur propre vie, de l'importance de la vie des autres et de préserver vraiment ce qui est très important. C'est quelque chose, c'est un message. Je vous remercie de nous donner l'opportunité de parler de cela et de rappeler l'importance de bien se comporter sur les routes. Ah oui, et cela va pour tous les candidats. Évidemment, cela va pour tous les Togolais, oui, pour tous les citoyens, pour nous tous. Et nous pouvons être pressés n'importe comment. Nous ne devons pas être pressés au point de nous mettre en danger. Nous ne devons pas être pressés au point de nous mettre en danger. Et nous sommes des croyants, mais nous croyons que Dieu ne nous a pas donné le droit de faire certaines choses sur nos routes. Bien sûr. Et ceux qui nous rejoignent à l'instant, nous sommes sur la radio Génial Taxi FM Lomé dans cette émission spéciale campagne où nous donnons la parole à tous les candidats qui souhaitent donc prendre cette parole justement. Et ce matin, nous sommes avec le délégué national du mouvement des Jeunes Unis, Kanka Malik Natchaba. Alors, sur la question des promesses, puisque c'est le temps des promesses, cette campagne électorale en réalité, au-delà de tout, c'est des promesses. Qu'est-ce que les populations togolaises aujourd'hui peuvent-elles attendre de vous, les candidats, de votre parti politique, s'il est choisi pour les prochaines années au niveau de l'Assemblée nationale et puis au niveau du Sénat? J'ai été distrait. Oui, mais qu'est-ce que les populations peuvent attendre de vous aujourd'hui, clairement, en des termes clairs, pour ceux qui vous écoutent? Non, en des termes clairs, les populations peuvent attendre de nous la poursuite de la politique de paix et de sécurité, le soutien à cette vision de paix et de sécurité que nous connaissons tous dans notre pays, la poursuite de la préservation et du renforcement de l'inclusion économique et sociale. Aucun Togolais ne sera laissé de côté, aucun. Tous les Togolais, et surtout les plus vulnérables, seront pris en considération comme cela est déjà fait, mais comme je l'ai dit, il faudra approfondir, affiner et être plus efficace encore dans ce que nous faisons. Ne pas, comme on le voit pour les subventions, on dépense beaucoup avec l'impact qui n'est pas celui que nous souhaitons. L'impact peut être démultiplié, parce que si je dois verser à 3 millions de personnes, sans que je ne distingue ceux qui en ont vraiment besoin, peut-être que si je verse cet argent à 500 000 personnes parmi ces 3 millions et qui sont vraiment ceux qui sont les plus vulnérables, j'aurai plus d'impact dans leur vie, je transformerai quelque chose. En revanche, sur les 3 millions, c'est pas sûr que j'arrive à avoir le même. D'abord, il y aura moins pour tout un chacun, etc. Donc, il faut affiner. Il faut affiner et accélérer. Ce que nous savons faire déjà, nous allons l'accélérer. Ce que nous sommes en train de démarrer, nous allons l'affiner pour pouvoir atteindre les résultats en termes d'impact sur les populations. Et on peut vous faire confiance là-dessus? On peut nous faire confiance sur
non pas sur nos beaux yeux ou sur nos paroles, sur la preuve de ce qui a été déjà fait. Sur la preuve de ce qui a été déjà fait en termes d'inclusion. Le taux, par exemple, d'inclusion financière au Togo n'a cessé de progresser. Aujourd'hui, le FNFI et les bénéficiaires du FNFI peuvent témoigner de cela. Les transferts monétaires ont été faits. Quand on a fait le dispositif comme Novici, par exemple, cela a été unique au monde. Ce n'est pas pour dire que c'est quelque chose de particulier, mais nous avons une gouvernance, à mon avis, une gouvernance par le concret, par les réalisations concrètes qui sont là. Peut-être que nous avons, comme diraient des anciens, nous aimons les victoires silencieuses, mais je pense que nous privilégions le travail et le résultat. Alors, comment reconnaître aujourd'hui, puisque la date des élections, à moins qu'il y ait encore des changements, j'en doute très fort, le 29 avril prochain, lorsque nous nous rendrons donc aux urnes, comment reconnaître UNIR sur le bulletin de vote? UNIR, c'est le logo qui est matérialisé par la colombe blanche dans un fond bleu. En Mina, on dit Aronais et les bleus Viamé. Voilà. Je crois que dans certains Mina, on dit Alou Coucou, comme je crois que c'est en Tchamba. Mais c'est l'oiseau blanc, la colombe blanche dans le fond bleu. Et comme les listes, comme c'est une élection régionale et législative, le positionnement en termes de numéros varie évidemment selon les régions. Donc on ne peut pas dire comme pour la présidentielle, notre candidat c'était le 2, ça sera le 2, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il faut rechercher à reconnaître l'oiseau blanc dans le fond bleu avec une carte du Togo dessus. Voilà. Alors, c'est vrai, c'est une première quand même que les élections soient couplées à peu près, législatives et régionales. Absolument. Et sur la question des régionales, il y a beaucoup qui ne se retrouvent pas encore. Est-ce que vous pouvez expliquer le bien fond de ces régionales-là? Les élections régionales, en fait, j'ai envie de dire, c'est comme, on a vu les élections communales à l'échelle de la commune. Exactement. C'est comme les communales, mais à un niveau régional. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout expliqué. Exactement. Disons que c'est mettre en œuvre la politique de développement d'une région en prenant en compte les spécificités de cette région et en réglant certaines problématiques qui sont considérées au niveau national comme relevant du niveau régional. Il y a des sujets que la commune peut régler. Les écoles, ce qu'on appelle souvent dans certains pays, il y a le niveau primaire, par exemple, qui est réglé par les écoles. En revanche, on considère que, par exemple, l'enseignement à partir du lycée, c'est un sujet qui concerne la région. Pourquoi? Parce que vous allez voir, vous allez avoir une école dans votre village, mais tout le monde n'a pas le lycée dans son village. Donc, il y a des infrastructures qui ont vocation à être des lieux de regroupement. Les gens de Tado, je crois, allaient au lycée Notien, etc. Les gens de Niamtougou allaient à Kara. Voilà. Donc, il y a une vocation régionale sur ces infrastructures-là. Donc, la région va s'occuper de ces infrastructures. Et il y a aussi les questions comme les questions culturelles, qui sont des questions, des unifiants en fait culturels régionaux. Des questions comme des questions touristiques, des questions de développement local. Moi, j'avoue que c'est une élection qui m'intéresse particulièrement parce que je pense que ça va amener une vraie déconcentration de l'action publique en général, pour pouvoir permettre que sur une partie du territoire, on puisse réfléchir ensemble, on se met ensemble et on réfléchit. Oui, l'État fait ceci, l'État peut faire ceci, mais nous, au niveau régional, qu'est-ce que nous pouvons faire? Région des savanes, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous avons quelques spécificités, nous avons quelques défis, nous avons quelques challenges. Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que région? C'est cela qu'il faut avoir à l'esprit. Et ensuite, les électeurs régionaux vont nous donner aussi les personnes qui vont aller siéger au Sénat. Et en tout cas qui vont désigner les sénateurs qui, eux, ont des missions dans le cadre du rôle du Parlement. Ah oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, clairement, on est encore à quelques jours de ces élections, le 29 avril prochain. Quelles sont aujourd'hui les consignes de vote claires pour les électeurs qui vous écoutent, qui nous écoutent et qui peut-être n'ont pas encore fait totalement leur choix? Je vous donne 3 minutes pour pouvoir les convaincre. Nous appelons les électeurs à bien s'organiser, à d'abord faire la démarche de
chercher sa carte d'électeur et de la garder sous la main pour ne pas avoir des sueurs froides le jour du vote, à se lever, comme nous disons, tôt, à s'apprêter, à se rendre à son bureau de vote et à voter pour les listes UNIR. À voter pour les listes UNIR parce que nous sommes à un moment important de notre pays. Nous sommes à un moment où nous avons fait tellement de chemin ensemble que nous devons nous investir tous, à tous les niveaux où nous sommes, dans les hameaux, dans les villages, dans les villes, dans les campagnes, pour pouvoir continuer cette œuvre de construction et de développement que nous avons commencé ensemble. Et l'avantage du parti UNIR, c'est que son leader, son Excellence M. Faure Essozinna Gnassingbé, propose une aventure commune à nous tous. Et comme il a dit, le leadership tel qu'il le voit, c'est une aventure collective. Et il a dit qu'il croit à cette aventure collective. Cette aventure qui va porter notre pays de progrès en progrès jusqu'à atteindre le niveau où le bien-être pourra continuer à se généraliser parmi nous tous. Alors, le 29 avril prochain, vous appelez les Togolais à voter UNIR, c'est bien ça? Pour les listes UNIR, oui. Pour les listes UNIR, que ce soit régionales ou que ce soit aux élections législatives. Et ils ont de très bons candidats qui font notre fierté et que j'encourage ici, dans la dernière ligne droite, à mettre toute leur énergie dans cette campagne qui est très belle. Et comme nous le disons, nous les jeunes, au niveau du mouvement des jeunes UNIR, nous sommes pour une belle campagne et une belle victoire. Et ça va se concrétiser le 29, c'est ça? Nous faisons tout pour cela, mais nous restons humbles par rapport au choix de nos compatriotes. Il ne s'agit pas de préempter ou de faire preuve de triomphalisme en disant ça sera comme ça parce que c'est comme ça. Nous allons les convaincre, nous allons continuer à les convaincre, nous allons continuer à convaincre ceux qui n'ont pas encore fait leur choix. Et c'est cela le travail qu'il faut faire. Et vraiment cela en toute humilité, en sachant que c'est une responsabilité qui est la nôtre en tant que parti de gouvernement d'aller chercher ces voies-là. Très bien. Alors, on va conclure puisqu'on est à la fin. Peut-être un message à l'endroit de vos électeurs et même de ceux-là qui peut-être ne vont pas vous voter ou qui hésitent encore à faire le choix de UNIR. Nous appelons les citoyens, les militants à rester mobilisés et à ne pas faiblir. À ne pas faiblir parce que nous sommes dans une dynamique qui est intéressante et que nous devons accélérer. Pour les derniers jours de campagne. Nous devons accélérer, nous ne devons pas nous satisfaire de ce que nous sommes en train de faire, nous pouvons faire encore mieux. Alors, ceux qui sont assis, il faut qu'ils se lèvent, ceux qui sont debout, il faut qu'ils marchent, ceux qui marchent, il faut qu'ils courent pour que nous arrivions à avoir ces résultats. Ces bons résultats qui vont conforter son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et à tous les citoyens qui n'ont pas encore fait leur choix, nous sommes un parti qui a toujours le sens de l'intérêt général au cœur, le sens du travail commun. Et les listes UNIR, quand vous les voyez, ce sont les listes sur lesquelles il y a le plus de diversité, que ce soit la provenance en termes de couches socio-professionnelles, en termes ethniques, en termes de milieu, en termes de profession. Vraiment, on a tout, et même en termes j'allais dire, d'obédience politique, puisque nous avons un parti qui a été un creuset de plusieurs personnes qui sont venues dans notre parti au moment de la création du parti UNIR. Et donc, c'est cela le Togo. UNIR est ce creuset-là dans lequel nous vous invitons à venir faire cette aventure collective avec nous. Alors, cet après-midi, il y a encore des meetings un peu partout, c'est ça? Absolument. Je pense que je devrais être au meeting d'Agoué 2 à Legbasito, où ils ont un grand meeting communal, jusqu'à ce que, comme nous disons dans notre jargon, sauf instruction contraire. Voilà. Très bien. Ouais. Merci d'être venu nous voir ce matin. Kanka Malik Natira, je rappelle que vous êtes le délégué national du mouvement des jeunes UNIR. Merci beaucoup pour votre disponibilité à être avec nous à chaque fois que nous vous tendons la main. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio Génial Taxi FM Lemay. Appelez-moi Saint-Irrigator. À très vite sur la radio. Au revoir.